2h14. Je suis dans la cage d'escalier, palier du 4e, dos au mur, téléphone en mode avion. L'écran ne sert qu'à l'heure. Dans ma main droite, un sonomètre de poche calibré à 1h58. Dans la gauche, un carnet à spirale, papier quadrillé, colonne déjà tracée, date, heure, source, durée, intensité, témoin éventuel, action entreprise. Je n'ai pas besoin de lumière. Je connais les bruits par fréquence, par trajet dans le béton, par vibration sur la rampe métallique. Quand la porte de leur appartement claque, la cage d'escalier résonne d'abord au niveau du palier, puis se propage vers le 3e. Les basses remontent par la gaine technique, les aigus passent par les joints de porte. 2h15 et 7 secondes. Le premier impact arrive. Musique, basse continue, 48 à 52 décibels dans la cage. À l'intérieur de mon appartement, ce sera moins utile. Le syndic conteste toujours l'acoustique subjective. Ici, c'est un espace commun. Ça se mesure. 2h16 22 secondes. Une voix d'homme forte, des éclats courts, des rires. La femme répond, plus aiguë, plus proche de la porte. Je ne note pas les mots, je note la dynamique, alternance, intensité, répétition. Je déclenche l'enregistrement sur un dictaphone séparé, celui qui horodate automatiquement. Je garde le téléphone éteint pour éviter toute contestation de montage. 2h18. Je reçois une vibration dans la poche intérieure de mon manteau. Pas un appel, juste la confirmation silencieuse d'un envoi programmé. Un recommandé électronique est parti à 2h vers le syndic. Copie au conseil syndical, copie à l'assureur de l'immeuble. Objet, signalement de nuisance sonore, partie commune, demande de constat contradictoire. Pièces jointes, tableau, extraits audio, capture de sonomètre, courriers antérieurs. Je ne monte pas au 5e, je ne frappe jamais. Je ne parle pas dans le couloir. Dans cet immeuble, la parole devient immédiatement une scène. Eux dominent la scène. Ils dominent tout, depuis des mois. Ils font du bruit comme un marqueur de territoire. Apéritif en semaine, enceinte contre le mur mitoyen, talons, chaises traînées à 1h. Quand quelqu'un se plaint, ils répondent à haute voix sur le palier, toujours avec un public. Ils connaissent les prénoms, les horaires, les fragilités. Ils sourient aux gardiens, offrent des bières aux voisins du 2e, rendent des services. Ils parlent de convivialité. Ils ont l'air d'être chez eux partout. Moi, je suis la voisine qui ferme doucement sa porte. 2h21. Des pas lourds dans l'escalier. Je range le sonomètre dans la poche, je garde le carnet. Je baisse le regard, posture neutre. Le voisin du 3e monte, sac de course, respiration rapide. Il me voit, hésite, puis continue. Je note, témoin potentiel, 2h20 et 1 minute 34. Présence confirmée, pas de contact. 2h23. La musique s'interrompt. Silence net, puis reprise immédiate, volume plus bas. Ils savent, ils ajustent. Ils le font toujours. Baisse temporaire après un bruit de pas dans les communs, hausse 30 minutes plus tard. Ils ne craignent pas les règles, ils craignent seulement l'idée d'une preuve solide. 2h27. Je redescends. Dans mon appartement, j'ôte mes chaussures, je les aligne. Je lave mes mains, pas par réflexe, par protocole. Aucune trace, aucune odeur qui pourrait être décrite plus tard comme intrusion, agression, harcèlement. Sur le bureau, la chemise cartonnée attend, dossier. Immeuble rue des Acacias, nuisance/procédure. À l'intérieur, tableau de nuisance, courriel, procès-verbaux d'assemblée, mise en demeure, accusé de réception, et, depuis 3 semaines, un second onglet. Procédure en diffamation, partie adverse, moi. Ils ont franchi ce stade sans hésiter. Ils ont retourné la plainte. Ils ont fabriqué une victime officielle. Ils ont déposé une assignation avec un récit propre, calibré, où je deviens obsessionnelle, calomnieuse, isolée. Ils ont trouvé un avocat. Ils ont obtenu des attestations. Je ne conteste pas en réunion. Je ne me défends pas sur le palier. Je réponds en pièces, 2h41. Je branche le disque dur chiffré. Je copie les nouveaux fichiers audio. Je calcule la somme de contrôle. Je consigne l'empreinte. Chaque élément doit pouvoir survivre à une expertise. 3h02. Le mail du cabinet d'avocat arrive sur mon adresse professionnelle, pas sur la personnelle. Objet, assignation, diffamation, communication des pièces. Ils demandent une liste complète. Ils veulent savoir ce que j'ai. Ils veulent forcer ma main. Je ne réponds pas. Je prends une seconde chemise, plus fine, sans étiquette. Dedans, capture d'écran de leur réseau, photos prises depuis la rue, tickets de livraison, horaires d'allées et venues, non relevés au fil des conversations forcées dans l'ascenseur. Rien d'illégal, rien de spectaculaire. Juste une cartographie. Et, au fond, un badge plastifié que je ne sors presque jamais. Je le pose à plat sous la lampe. Logo République française. Mention. Cour d'appel, service de transcription /dossiers pénaux.
À 9 heures, je serai au tribunal. Et l'un des premiers dossiers sur ma pile porte leur nom, imprimé en gras avec leur avocat en en-tête. Je referme la chemise, je regarde l'heure. Ils pensent m'amener devant un juge. Ils ne savent pas encore que je suis déjà à l'intérieur du dossier. Et, à ce moment précis, mon téléphone affiche une notification sans son. Une demande de rendez-vous envoyée depuis une adresse que seuls utilisent, l'adresse interne de leur service. Je date le début avec précision. 17 novembre, 22h46. Ce soir-là, le bruit n'était pas exceptionnel. Ce qui a changé, c'est la réaction du bâtiment. Les portes sont restées fermées. Les voisins ont cessé de faire semblant d'entendre. Le silence collectif a eu une structure. 22h46 12 secondes. Musique, 22h50 et 1 minute 3. Choc contre un mur mitoyen. 23h04. Rire sur le palier. Je me suis levé, j'ai pris mon téléphone, pas pour filmer, pas pour appeler, pour noter. Le lendemain, 8h30, j'ai rédigé un courriel au syndic. Sujet neutre. Nuisance sonore, demande d'intervention. 3 lignes, aucun adjectif, une pièce jointe, tableau horaire. Le syndic a répondu à 14h12, nous allons rappeler le règlement intérieur. À 21h, le rappel a été affiché dans l'entrée. Papier A4, encre noire. Le règlement était déjà connu. Eux l'ont lu à voix haute devant les boîtes aux lettres. Ils ont ri. Le 21 novembre, j'ai reçu un premier message sur le groupe WhatsApp de copropriété. Encore des plaintes, l'immeuble devient invivable avec les gens qui surveillent un tout. Le message n'était pas signé directement, mais le style était identifiable. Ponctuation agressive, ironie. Les autres ont réagi par des émojis. Je n'ai pas répondu. À partir de ce moment, la nuisance n'a plus été un effet secondaire. Elle est devenue un outil. Ils ont déplacé les enceintes contre le mur mitoyen. Ils ont organisé des soirées les jours où je travaillais longtemps. Ils ont laissé des sacs poubelles dans le couloir, précisément devant ma porte. Je les ai photographiés. Toujours à la même distance, toujours avec l'heure automatique visible. Le 2 décembre, j'ai envoyé un courrier recommandé. Demande de constat contradictoire. Mention de l'article R 1336-5 du Code de la santé publique. Formulation standard. Le 6 décembre, la femme du 4e m'a intercepté dans l'ascenseur. Elle a parlé sans pause comme un communiqué. On sait que c'est vous, on sait que vous enregistrez. Vous croyez que ça va vous sauver ? Je n'ai pas levé les yeux. J'ai appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée. J'ai laissé l'ascenseur descendre. Le 10 décembre, première étape du vol. Ils ont transformé mon dossier en attaque. Une affiche est apparue sur le panneau de l'entrée. Attention, fausses accusations dans l'immeuble. Le texte n'était pas nominatif, mais le sous-entendu était dirigé. Les regards se sont déplacés. Le gardien a cessé de dire bonjour. Le 15 décembre, ils ont organisé une réunion informelle dans le hall. Apéritif improvisé. Ils parlaient en fort. Ils racontaient une histoire simple, une voisine seule, obsédée par le contrôle, qui invente des nuisances pour exister. Je suis passé sans m'arrêter. J'ai noté 18h42. Présence de 7 copropriétaires. Témoins potentiels. Le 22 décembre, j'ai reçu l'assignation. Enveloppe épaisse, huissier, motif, diffamation publique, harcèlement moral, atteinte à la tranquillité. Ils avaient inversé la charge. Mes signalements devenaient des campagnes. Mes tableaux devenaient des preuves de fixation. Mes courriels devenaient des attaques répétées. Ils demandaient 12 000 € de dommages et intérêts. Leur avocat avait structuré le récit avec efficacité. Il citait des attestations. Nous sommes victimes. Nous subissons. Cette femme nous traque. Je n'ai pas ressenti de surprise. J'ai relu comme un contrat. Le système ne réagit pas au bruit. Il réagit aux formes. Ils avaient compris la forme judiciaire avant moi. Le soir même, j'ai ouvert un fichier Excel. Nouvelle colonne. Procédure. Chaque interaction devenait un élément futur. Chaque silence devenait un intervalle. Le 24 décembre, à 0h38, ils ont frappé contre le mur 3 fois, espacé de 5 secondes. Un signal. Je n'ai pas répondu. Je me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert un second dossier, séparé du premier. Pas nuisance, pas plainte, un dossier de démantèlement. J'ai compris que l'exposition ne suffirait pas. Ils avaient déjà construit une immunité sociale. Il fallait autre chose, une méthode où ils ne sauraient jamais où regarder, une pression administrative sans visage, une réalité qui se fissure par accumulation. Le 3 janvier, j'ai effectué le premier appel anonyme depuis une cabine de la gare. Service municipal d'hygiène, signalement, activité nocturne suspecte, nuisance répétée, possible sous-location illégale. L'agent a demandé mon nom. Je n'ai pas donné.
Le 5 janvier, une inspection a eu lieu dans l'immeuble. Ils ont cru à un hasard. Le 7 janvier, ils ont reçu un courrier de mise en garde. Ils ont commencé à chercher un coupable. Et le 9 janvier, en rentrant du tribunal, j'ai trouvé sous ma porte une enveloppe sans timbre. À l'intérieur, une copie imprimée de mon badge professionnel, photographié à distance. Ils savaient où je travaillais. Je me suis arrêté dans l'entrée, immobile. Parce qu'à cet instant précis, j'ai compris qu'ils n'étaient là pas seulement des voisins bruyants. Ils avaient des accès. Et moi, j'avais déjà commencé à les attaquer sur un terrain où ils étaient en chez eux. Je reprends la chronologie au présent, 12 janvier. À partir de cette date, chaque action devient un module. Rien n'est tout spontané, rien n'est visible. Je connais leurs horaires. 7h10, départ de l'homme, pas de voiture, toujours un VTC réservé à la minute. Destination récurrente, zone administrative, secteur préfecture. 9h30, la femme sort plus tard. Sac de sport. Toujours le même club à 1,8 km. Elle ne parle pas aux commerçants. Elle scanne, elle paye, elle part. Le soir, ils reçoivent. Livraison Uber Eats, 4 à 5 fois par semaine. Tickets jetés dans la poubelle commune sans déchirer. Je récupère les heures, les noms des restaurants, les montants. Moyenne, 38 € par commande. Ils vivent vite, ils laissent des traces, je ne les suis pas. Je les observe depuis le bâtiment. Chaque élément alimente une matrice. Dépendance logistique, habitudes administratives, points de friction, vulnérabilité invisible. Ils croient dominer l'immeuble parce qu'ils dominent le bruit. Moi, je travaille dans le silence des procédures. Le 15 janvier, j'introduis la première distorsion. Signalement anonyme à la mairie, suspicion de sous-location irrégulière. Je joins une photo, plusieurs noms sur la boîte aux lettres, prise en décembre. Ce n'est pas une preuve, c'est une graine. Le 22 janvier, contrôle. Un agent municipal passe, carnet en main. Il sourit, il coopère. Il pense à un incident isolé. Le 28 janvier, deuxième distorsion. Déclaration au service des impôts, flux inhabituel de paiement en espèces dans un logement du 4e. Je ne mentionne pas de crime, je mentionne une incohérence. Ils reçoivent un courrier automatique, demande de clarification. Ils commencent à parler plus bas dans le couloir. Le 3 février, troisième couche. Je contacte la police municipale via un formulaire en ligne, rassemblement nocturne fréquent, suspicion de tapage organisé. Je joins un tableau horaire, aucun nom, juste une adresse. Le système adore les tableaux. Le 8 février, première patrouille. Ils ouvrent la porte en robe de chambre, indignation calibrée. Ils jouent à la normalité. Mais une patrouille laisse toujours une trace interne. Une trace appelle une autre. Je continue. Je n'appelle jamais 2 fois depuis le même réseau. Je ne signe jamais. Je ne laisse pas de motif unique. Je disperse les causes comme des fragments. Le syndic reçoit nuisance, non-respect des parties communes, suspicion de travaux non déclarés, stockage dangereux dans la cave. Les services municipaux reçoivent odeur suspecte, attroupement déchets non triés. Les assurances reçoivent risque incendie, encombrement des circulations. Chaque organisme agit séparément. Eux voient un chaos. Moi, je vois une convergence. Le 14 février, ils commettent l'erreur attendue. Ils accusent un autre voisin. Le couple du deuxième, jeune, discret, sans réseau social dans l'immeuble. Ils deviennent la cible parfaite. Les voisins bruyants les confrontent dans le hall. Je suis présente. Je ne parle pas. Je note. 15h12, menace verbale. 15h14, main sur l'épaule du voisin du deuxième. 15h15, réaction de recul. Je récupère une vidéo de la caméra du hall, pas officiellement. Officieusement, via le prestataire que je connais depuis mon travail. L'image est nette. Le 20 février, nouvelle étape. Gaslighting structurel. Je fais livrer chez eux, à plusieurs reprises, des courriers administratifs fictifs. Pas des faux documents, des demandes d'informations neutres imprimées sur papier blanc, sans signature. Juste assez pour créer une incertitude. Ils appellent, personne ne répond. Ils commencent à douter de leur propre démarche. Le 25 février, ils reçoivent une convocation au syndic pour multiples signalements. Ils demandent « Qui ?» Le syndic répond « Plusieurs copropriétaires ». Ce mot suffit. Plusieurs. Ils ne savent plus où regarder. Ils surveillent les portes. Ils écoutent dans les escaliers. Le bruit baisse. Le contrôle se fissure. Le 2 mars, je fais la première intrusion sociale. Je croise la femme du 4e au local poubelle. Je tiens un sac. Je souris légèrement. Je dis seulement « Ça doit être difficile, toute cette pression ». Elle reste immobile. Elle ne répond pas. Je laisse la phrase tomber comme un rapport non signé. Le 6 mars, ils installent une caméra discrète sur leur Judas. Le 7 mars, je le sais, parce que j'ai accès aux factures du prestataire de sécurité du quartier.
Ils pensent reprendre l'avantage. Ils ignorent que chaque mouvement de défense produit un document. Le 10 mars, un courrier officiel arrive enfin. En tête, préfecture de police, brigade spécialisée. Objet, vérification de situation. Ils pâlissent. Ils appellent leur avocat. Et moi, dans mon appartement, je consulte la base interne du tribunal. Parce que ce courrier n'est pas une conséquence de mes plaintes. C'est une convocation issue d'un dossier parallèle. Un dossier où leur nom apparaît depuis longtemps. Je ferme l'ordinateur et je comprends, avec une précision froide, que je ne suis pas en train de les piéger. Je suis en train d'entrer dans une opération déjà en cours. 11 mars, je passe à la phase suivante. Destruction indirecte. Je ne cible plus le bruit. Je cible ce qui les protège. Leur réseau. Dans l'immeuble, ils existent par alliance. Ils offrent des services, des sourires, des récits. Ils contrôlent la perception. Je commence par la concierge. Je dépose dans la boîte du syndic un dossier anonyme. Copie des vidéos du hall, extrait sonore, tableau d'horaire. Aucun commentaire. Juste des faits. Le syndic convoque une réunion extraordinaire. Eux arrivent au confiant. Tenue soignée, ton posé. Ils parlent comme des victimes administratives. Mais cette fois, les pièces existent avant leur discours. Le conseil syndical regarde l'écran. La main sur l'épaule du voisin du deuxième. Le recul, le silence. Un détail suffit à fissurer une réputation. Ils quittent la réunion sans éclat. Mais je note, leurs regards ont changé. Ils connectent les visages. Le 15 mars, je déclenche la seconde couche. Je contacte, via une adresse neutre, leur employeur officiel. Pas une accusation. Une demande de vérification. Votre agent réside-t-il bien à cette adresse ? Plusieurs interventions de police municipale ont été enregistrées. C'est une phrase administrative. Elle appelle une réponse administrative. Le service RH ouvre un ticket interne. Eux ne le savent pas encore. Le 18 mars, troisième couche, le voisinage. Je laisse dans l'ascenseur une copie d'un courrier du syndic mentionnant multiples signalements et procédure de médiation obligatoire. Pas de nom, mais l'étage suffit. Les voisins lisent. Ils regardent indifféremment. Le bruit cesse presque totalement pendant 4 jours. Le 22 mars, l'homme du 4e commet une erreur. Il me parle, dans le hall seul, voix basse. « Vous jouez à quoi ?» Je le regarde sans répondre immédiatement. Je laisse 3 secondes. Je dis « Je ne joue pas ». Puis je m'éloigne. Je sais qu'il cherchait une confrontation. Un prétexte, une scène. Je ne donne jamais de scène. Le 25 mars, l'avocat adverse dépose une demande d'expertise psychologique dans la procédure en diffamation. Ils veulent me qualifier. Ils veulent transformer la méthode en pathologie. Mon avocat répond par une seule phrase « Madame fournit des preuves, pas des opinions ». Le juge ordonne la communication complète des pièces, y compris celle du syndic. Le dossier sort du cadre privé. Il devient public. Le 28 mars, 4e couche, réputation externe. Je contacte un journaliste local spécialisé en copropriété litigieuse. Je ne donne pas de nom. Je donne un schéma. Un couple intouchable, protégé par l'immeuble, multipliant les procédures pour faire taire les plaintes. Le journaliste demande « Vous avez des documents ?» Je réponds « Oui ». Il ne publiera pas immédiatement, mais il archivera. Eux ne savent pas qu'un récit parallèle existe déjà. Le 2 avril, ils commencent à se désorganiser. Ils accusent le couple du 2e, puis la concierge, puis un ancien du 5e. Ils frappent à des portes, les voisins se ferment, ils perdent leur terrain, la sociabilité. Le 6 avril, ils reçoivent une convocation officielle au commissariat. Motif, audition libre. Ils pensent que c'est moi. Ils ne comprennent pas que ce n'est plus moi. Je suis seulement une pression supplémentaire dans un mécanisme plus vaste. Le 7 avril, ils viennent chez moi. 3 coups. Je n'ouvre pas. Ils glissent une feuille sous la porte. On sait ce que vous faites. Arrêtez. Je ramasse la feuille avec des gants. Je la place dans une pochette plastique. Je note l'heure. Menace écrite. Nouvelle pièce. Le 10 avril, l'homme du 4e disparaît 2 jours. La femme reste seule. Elle ne sort presque pas. Elle regarde par le judas. Je la croise une seule fois. Ses mains tremblent légèrement en tenant ses clés. Je ne dis rien. Le 14 avril, réunion au tribunal. Le juge feuillette, tableaux, constats, vidéos, courriers municipaux, signalements multiples. L'avocat adverse commence à perdre le fil, parce que tout ce qu'ils ont construit repose sur une idée simple. Je suis seul contre eux. Mais le dossier raconte autre chose. Ils sont au centre d'un réseau d'intervention. Le juge lève les yeux. Pourquoi autant de services différents se sont-ils déplacés ? Silence. L'homme du 4e répond « On nous harcèle ». Le juge répond « Ou bien vous attirez l'attention ». Je sens à cet instant que leur couverture se déchire.
Le 16 avril, je reçois un appel interne du tribunal, une collègue. Voix basse. Tu sais qui ils sont, en réalité ? Je ne réponds pas. Elle ajoute : ils ne sont pas des voisins, ils sont en mission. Je reste immobile, téléphone contre l'oreille. Parce que si c'est vrai, alors tout ce que j'ai fait n'a pas détruit des bruyants. Ça a détruit un dispositif. Et la question devient immédiate, tranchante. Qu'est-ce qu'ils surveillaient vraiment dans cet immeuble ? 18 avril. Je n'ai plus besoin d'ajouter du bruit administratif. Le système s'est déjà lancé. À 6h12, je vois 2 véhicules banalisés stationnés devant l'immeuble. Pas des voitures de voisinage. Plaque discrète, antenne courte, occupant immobile. À 6h19, la concierge ouvre la porte principale. Elle ne pose pas de questions. Elle s'écarte. Il monte, sans ascenseur. Je reste derrière mon Judas. 6h23. Palier du 4e. 3 silhouettes, gilet civil. Une femme sort un dossier cartonné. Il frappe. Pas 3 coups, un seul, long. La porte s'ouvre. Je n'entends pas tout, mais j'entends la phrase. Police, contrôle judiciaire. La femme du 4e recule immédiatement. L'homme apparaît derrière, torse nu, visage fermé. Il ne joue plus. Les agents entrent. 6h27. Une autre équipe descend vers les caves. 6h30. Je reçois une notification sur ma boîte professionnelle. Audience reportée. Élément nouveau au dossier. Je n'ai pas bougé. Je regarde seulement. Le couloir devient un espace de procédure. Pas de cris. Pas de scène. Il fouille. Je vois passer des sacs scellés. Je vois un ordinateur portable emporté. Je vois des papiers rangés dans des enveloppes Kraft. La femme du 4e tente de parler. Un agent coupe. « Madame, vous répondrez au commissariat. » À 7h02, ils sortent menotter. Pas comme des voisins, comme des suspects. Les portes s'entr'ouvrent, les regards sortent. Les alliances se dissolvent en silence. Le couple du 2e baisse la tête. La concierge ne dit rien. Le bâtiment comprend seulement une chose. Le pouvoir a changé de camp. 7h15. Je descends, lentement, comme si je partais travailler. Dans le hall, un officier me bloque. Carte tricolore. « Madame, vous résidez bien au 3e » Je réponds « Oui ». Il consulte une tablette. « Vous avez effectué de nombreux signalements ces derniers mois. » Je ne nie pas. Je dis « J'ai documenté ». Il me regarde plus longtemps que nécessaire. Puis « Vous savez qui ils étaient, hein ?» Je réponds « On m'a dit qu'ils étaient en mission. » Il acquiesce. Ils étaient en dessous couverture. Surveillance longue. Ils ne faisaient là pas du bruit par hasard. Ils occupaient. Je note mentalement « Occupation ». Il ajoute « Votre campagne a rendu leur présence intenable. Leur couverture est compromise. » Je ne commande pas. Je demande seulement « Pourquoi les surveiller ?» Il hésite. Puis « Parce qu'ils surveillaient quelqu'un d'autre. » Le hall devient froid. Je comprends que la cible n'était pas eux. Eux étaient un écran. Je demande « Qui ?» Il ne répond pas immédiatement. Il baisse la voix « Appartement 3B. » Le mien. Je reste immobile. Il continue. On pensait que des objets circulaient, antiquités, pièces volées, transit discret. Je ne cligne pas, je dis « Vous faites erreur ». Il range sa carte. On va vérifier. 8h40. Je remonte. Je ferme ma porte. Je verrouille. Dans mon salon, tout est à sa place. Mais dans le placard du couloir, derrière les dossiers de procédure, il y a une caisse en bois. Sans étiquette. Je ne l'ai pas ouverte depuis des mois. Je m'accroupis. Je passe la main sur le couvercle. Je me rappelle exactement comment elle est arrivée. Livraison privée, paiement en espèces, aucun reçu. Je n'avais pas posé de questions. J'avais seulement stocké. Parce que certaines choses se gardent sans être regardées. Dans l'immeuble, les voisins ont disparu. La menace s'est effondrée. Ma vengeance est complète. Mais à 9h12, on frappe à ma porte. Cette fois, ce n'est pas un voisin, c'est un mandat. Je reste debout, face au bois. Et je comprends avec une netteté chirurgicale que le dossier n'a jamais été contre eux. Il était contre moi. 9h13. Police, ouvrez. Je déverrouille, aucun mouvement inutile. 2 agents entrent, suivis d'un officier judiciaire. Gants, caméra corporelle, documents pliés en 2, mandat de perquisition. Appartement 3B, ils lisent à voix haute, articles, motifs, recherche d'objets volés, recel, transit. Je ne conteste pas. Je m'écarte. 9h17, ils commencent par la chambre, tiroir ouvert, vêtements déplacés. Rien d'intéressant. 9h26, cuisine, plaçard, facture, rien. 9h41, couloir, l'un d'eux s'arrête devant le placard. Je ne bouge pas. Il demande « C'est à vous ?» Je réponds « Oui ». Il ouvre. Les dossiers tombent légèrement. Chemise cartonnée, tableau, enregistrement. Tout ce qui a servi. Puis la caisse en bois. Silence.
L'agent passe les doigts sur le couvercle. Il regarde l'officier. On a quelque chose. 9h44. Ils posent la caisse au sol, ils prennent des photos, ils consignent. Je connais la procédure. Je la transcris parfois moi-même, au tribunal. 9h46. Le couvercle cède. À l'intérieur, tissu épais, protection artisanale. Puis la forme, bronze ancien, fragment sculpté. Une tête partielle, patine irrégulière. L'officier ne dit pas beau, il dit inventaire. 9h52. Ils ouvrent une seconde enveloppe cachée sous le tissu. Document, certificat incomplet, provenance floue, nom de transitaire. Je reconnais une signature. Un homme que je n'ai vu qu'une fois, dans un salon privé, il y a 2 ans. Je n'avais pas acheté, j'avais accepté de garder. Le mot exact est celui du mandat. Recel, 10h03. L'officier se tourne vers moi. Madame, vous comprenez pourquoi cet appartement a été surveillé ? Je réponds, je comprends. Il ajoute, vos voisins du 4e n'étaient pas des fauteurs de troubles. Ils étaient intégrés à une opération. Leur bruit était une couverture. Leur domination sociale, un écran. Je ne dis rien, je pense aux nuits, aux tableaux, aux lettres, à ma vengeance méthodique. J'ai détruit leur dispositif, j'ai forcé l'intervention, j'ai accéléré la fin. 10h11. Un agent me demande « Pourquoi avoir fait tout ça ?» Je ne réponds pas à la question. Je réponds par un fait. Ils m'ont assigné. Ils ont demandé 12 000 €. L'officier note 10h18. Ils scellent la caisse. Ils apposent un numéro, ils emportent. Dans le couloir, les portes sont fermées. Le bâtiment est muet. Le silence que je voulais. 10h27. Avant de partir, l'officier s'arrête. Vous avez compromis une opération, madame. Mais vous avez aussi révélé ce qu'on cherchait. Il marque une pause. On vous cherchait depuis longtemps. Je reste droite. 10h31. Ils me conduisent dehors. Le soleil est présent. Banal, la rue continue. Les voisins du 4e ne reviendront pas. Le procès en diffamation n'existera plus. Leur réputation est dissoute, leur carrière détruite. Ma vengeance est exacte. Mais mon appartement est ouvert. Mon nom entre dans un autre dossier. Un dossier pénal, réel. À 10h45, dans le véhicule, je vois mon immeuble s'éloigner. Je n'ai plus de bruit. Seulement des scellés. Et je comprends sans aucune place pour autre chose que la réalité que j'ai démantelée n'était pas la leur. C'était la mienne.